Salut à toutes et à tous, deuxième journée de cette semaine spéciale Conan, univers de Robert E. Howard. On se retrouve pour la suite directe de Conan le Barbare, Conan le Destructeur, sorti en 1984, réalisé par Richard Fleischer. Alors, cette suite a eu moins de succès que le précédent. Il faut dire qu'elle est moins profonde en termes de scénario. Ça n'est pas le chef-d'œuvre original qu'est Conan le Barbare, quasi irréprochable. Ici, il y a quand même de gros points positifs. Je vais vous en parler. De gros points négatifs, malheureusement, et je vais commencer par le négatif dans la critique. Et c'est quand même un film d'Heroic Fantasy qui vaut vraiment le coup d'œil et qui est très divertissant. Critique 100% spoilers comme tous les films de cette semaine. C'est parti. Présentation donc un petit peu du casting, ensuite synopsis et la critique à proprement parler. Alors Richard Fleischer, qui a une carrière longue comme le bras, on le connaît pour de nombreux films des années 60, 50, 60, 70, mais il a réalisé notamment Tora Tora Tora, un film de guerre très connu qui se passe au Japon avec un casting japonais, et surtout, il a réalisé Soleil Vert, Soylent Green avec Charlton Heston. Tous ceux qui aiment la science-fiction connaissent au moins le nom de Soleil Vert, un film que je vous conseille et qui est vraiment d'actualité dans sa thématique. Je ne peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler le film, mais voilà. Soylent Green, Soleil Vert, très très bon film. Richard Fleischer, donc, qui réalise ici sur un scénario de Jerry Conway et Roy Thomas. Si vous connaissez ces noms, c'est normal, c'est parce que les deux ont bossé ensemble, notamment chez Marvel, surtout Jerry Conway, qui a écrit bon nombre d'aventures, certaines de Spider-Man, d'autres membres des Avengers et de plein d'autres super-héros. Donc, il succède à John Milius et Oliver Stone, qui avaient écrit le scénario de l'original. Ça, c'est pour le scénario. Basile Polidoris revient à la musique, ça fait partie des points positifs, même si la musique est ici un petit peu en deçà, parce que les thèmes sont moins marquants, même si on réentend le thème de Conan le Barbare et qu'il y a d'autres thèmes qui se rajoutent, ça reste quand même une grande bande originale. Et puis, on a le casting. Alors le casting, on retrouve seulement deux du premier film. Bon, forcément Arnold Schwarzenegger, qui est au top de sa forme, 1984, la même année que Terminator. Sa musculature, j'ai l'impression, est encore plus impressionnante. C'est peut-être pas, c'est une impression. Quoi qu'il en soit, il revient, il est toujours aussi investi dans le rôle, même s'il y a un petit peu plus de légèreté dans le scénario. Et le deuxième personnage, enfin le deuxième acteur qui revient, c'est Mako, qui revient dans le rôle du magicien, donc Akiro. Akiro, donc on apprend son nom, le magicien qui est en même temps le narrateur. D'autres personnages vont venir se greffer, on va faire des liens avec le premier film, on a une méchante reine, on a une gentille princesse, on va avoir tous les ingrédients de l'Heroic Fantasy, et donc l'histoire quelle est-elle? Conan fait le deuil, essaye de faire le deuil de sa bien-aimée Valeria, jouée par Sandal Bergman dans le premier film, qui donc ici fait une apparition sur une sorte de vision de son cadavre, enfin de sa dépouille. Il fait donc le deuil de sa bien-aimée, et il va venir être agressé par des gardes qui seront en fait les gardes de la reine Taramis, jouée par Sarah Douglas. Sarah Douglas, on l'a vu dans la série Cosmos 99, pour ceux qui connaissent, alors ça remonte, on l'a vu dans le Superman de Richard Donner, dans le Retour des Morts Vivants 3, c'est une actrice très connue, son visage est très connu. Donc la reine Taramis qui essaye en fait de tester les capacités de Conan. Finalement, elle veut l'embaucher. D'ailleurs, Conan est accompagné de Malak, qui est un voleur, qui remplace ici le personnage de Subotai, puisque Jerry Lopez n'est pas revenu pour le personnage de Subotai, c'est un autre acteur qui fait un autre personnage, Malak, qui est un petit peu l'élément comique du groupe, parce qu'ici on va avoir un groupe, contrairement au premier film, le groupe va être très étoffé. Elle embauche donc, la reine embauche Conan pour escorter la nièce, donc la princesse Jenna, pour que celle-ci, cette dernière qui est très jeune, jouée par Olivia Dabo, j'y reviendrai, à la fois sur son âge et sur son interprétation, pour que donc la princesse Jenna s'empare dans une forteresse d'un diamant, que ce diamant, elle l'amène dans un temple pour récupérer la corne de Dagot, un faux dieu à l'apparence monstrueuse, qui va déchaîner les ténèbres sur le monde et qui donnerait du pouvoir à la reine Taramis. Le garde, le bras droit de la reine, Bombata, joué par Wilt Chamberlain, je reviendrai sur Wilt Chamberlain,
Il va accompagner Conan et son groupe ainsi que la princesse Jenna pour veiller sur elle, mais il a aussi en charge de tuer Conan une fois la mission accomplie et la corne de Dagoth retrouvée. La corne de Dagoth entre les mains de Bombata et entre les mains de la reine. Donc ils jouent double jeu tout au long du film et ils vont être donc accompagnés par Mako, qui joue donc le rôle de Akiro, le magicien, qui va se joindre à Conan, qui le retrouve après le premier film, et d'un nouveau perso, Zula, joué par Grace Jones, qu'on a vu dans, il me semble, Dangereusement Vôtre, le James Bond, et qui est une chanteuse très connue. Voilà, c'est Grace Jones. Est-ce que j'ai besoin de la présenter? Je vous en parlerai très peu après de sa carrière, mais Grace Jones, qui est ici, c'est vraiment un personnage iconique. Elle a un physique atypique. Honnêtement, Grace Jones, c'est un point fort du film. Un petit mot sur Wilt Chamberlain. C'est un ancien joueur professionnel de la NBA dans les années 60. Il a eu une longue carrière à la NBA. Et du coup, après, il s'est reconverti en tant qu'acteur. Et il tient la dragée haute au niveau physique et au niveau des combats à Arnold Schwarzenegger, notamment dans leur duel qui est à un moment donné dans le film. Pas étonnant, puisque Wilt Chamberlain mesure plus de 2 mètres. Il a une carrure qui fait que il était un très bon choix de casting pour ce rôle. Et donc tout ce petit groupe, ils vont se mettre en chemin pour la forteresse de Thoth Amon, où la princesse Jenna, durant la nuit, va être enlevée par Thoth Amon, ce sorcier qui va se transformer en une ombre qui plane, en un oiseau géant, un oiseau de fumée. Il va l'enlever, il va l'amener dans la forteresse. Conan et ses amis vont essayer de sauver la princesse. La princesse va accomplir son destin en retrouvant le diamant qui est dans la chambre forte de cette forteresse. Forteresse qui va s'écrouler une fois que le diamant est en possession de Jenna. Tout le monde va réussir à s'enfuir. Puis ils vont aller dans le temple où ils vont retrouver la corne de Dagoth en échange du diamant. Mais là, ils vont être pris en chasse, ils vont être confrontés aux gardien du temple, le gardien en chef et tous ses soldats et tous ses templiers, je ne sais pas comment on appelle ça. Et au final, Bombata va laisser le groupe pour mort, puisque Bombata va faire en sorte que dans la grotte s'écroule sur eux. Il va ramener la princesse Jenna à la cour de la reine Taramis, essayer de sacrifier la princesse Jenna et ramener Dagoth à la vie, le réanimer. Sauf que, bien évidemment, Conan et ses amis ne sont pas morts, ils vont arriver, ils vont sauver la princesse Jenna. Conan va se confronter à la fois à la reine Taramis et à Dagoth lui-même. Il va tuer Dagoth qui aura tué la reine Taramis. Il va tuer Bombata dans un combat singulier. Tout va bien qui finit bien. La moitié des persos, enfin tous les persos encore restant en vie vont se joindre à la nouvelle reine, donc qui est la princesse Jenna qui devient reine à la fin. Et Conan, lui, partira pour accomplir son destin et devenir roi, mais ceci est une autre histoire, comme nous le dit les dernières images à la fin. C'est à chaque fois le running, c'est pas le running gag, je sais pas comment on dit ça, mais c'est ce qui revient à chaque fois à la fin des Conan. Donc il va partir et il deviendra le roi de son royaume. Et d'ailleurs, on attend un The Legend of Conan, et j'espère que sortira le film, parce que quand Schwarzenegger a cessé d'être gouverneur et qu'il s'est remis au cinéma en 2012-2013, il nous a été annoncé The Legend of Conan, et on l'a toujours pas, et on ne sait pas si le film est au point mort. Pour l'instant, ça a l'air d'être au point mort, mais on aurait vraiment besoin d'un The Legend of Conan, et de retrouver cette hype, et de retrouver cette superbe, parce que quand même, hein, les Conan, ça reste la base de l'heroic fantasy au cinéma, de l'heroic fantasy de qualité. Donc, ici, pour le coup, on a exactement ce que l'on a dans les jeux vidéo, comme je vous disais dans la critique hier de Conan le Barbare, sauf qu'ici, on va avoir encore plus le stéréotype du jeu de rôle. Un groupe composé du guerrier barbare Conan, avec son acolyte le voleur, qui est Malak, une Amazone, jouée par Grace Jones. Donc ici, Grace Jones, comme je vous disais, c'est une chanteuse ultra connue. Elle a une voix, voilà, on pourrait la reconnaître entre mille. Elle a un physique, elle est jamaïcaine d'origine, mais elle a un physique, elle est à la fois musclée, fine, élonguée. Elle a vraiment un physique qui se prête bien au cinéma.
Elle a toujours des tenues extravagantes dans la mode, parce que c'est une icône de la mode. Enfin, à cette époque-là, c'était une icône de la mode. Et il faut savoir que c'est un modèle pour bon nombre de stars, de Lady Gaga, Miley Cyrus et beaucoup d'autres. C'est elle qui a, par ses tenues extravagantes, inspiré beaucoup de stars pour elles aussi voilà, faire une espèce de transformisme. Donc Grace Jones est vraiment une actrice et une artiste de très grand talent. Et ici, elle fait une Amazone qui est d'abord capturée dans un petit village qui est sur le chemin de l'aventure de Conan. Conan la libère et elle se met au service de Conan. Et elle va user de son bâton comme d'une arme parce que c'est vraiment une guerrière redoutable et farouche. Alors il est vrai que bon, elle pousse des cris sans arrêt dans le film, ça peut paraître un peu ridicule, mais on est en 84. C'est pas aussi ridicule qu'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas autant de films et les films sont pas aussi réalistes que maintenant, surtout les films d'aventure. Donc bon, voilà, ça reste quand même, on va dire entre guillemets, un point négatif dont qu'on peut mettre de côté, sur lequel on va pas tenir rigueur. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus négatives dans le film et qui là pour le coup sont assez difficiles de passer par-dessus. Donc on a ce groupe composé du barbare, du voleur, de l'Amazone, mais aussi du magicien, hein, donc le rôle de Akiro, et de la princesse qui doit accomplir son destin, princesse en détresse que l'on doit sauver, ainsi que le garde de la princesse qui s'avère être le traître dans l'histoire, tout ça donc mandaté par une reine qui en réalité trompe le groupe, les envoie chercher un objet, affronter un autre méchant magicien, trouver encore un autre objet, puis au final revenir au point de départ pour affronter la méchante reine qui se révèle méchante et la créature finale qui est une créature démoniaque, en l'occurrence ici Dagot. Donc on est sur l'archétype du style Donjons et Dragons et tous les autres jeux de rôle. J'adore ce genre de scénar, c'est ce que je préfère. On va avoir au niveau des points positifs, comme dans tous les jeux de rôle, des grands paysages, des grands paysages, l'épopée de fantasy avec les personnages à cheval, beaucoup de combats, mais je vais y revenir parce que je veux que la critique se conclue par du positif. D'abord le négatif. C'est Olivia Dabo, l'actrice qui fait la princesse Jenna. Elle est catastrophique, malheureusement. Et en plus, c'est son premier rôle, le premier rôle de sa carrière. Et en plus, elle est très jeune. Elle est née en 69. Le film sort en 84. Elle a à peine 15 ans. Elle a même pas 16 ans. Elle fait une princesse en détresse, mais alors qui est d'un ridicule absolu. Elle n'est pas intelligente. Le perso n'est pas intelligent. Je ne sais pas si c'est l'actrice, mais elle a été nommée aux Razzie Awards. Le perso n'est pas intelligent. Le perso a des dialogues catastrophiques. Quand elle a on voit qu'elle est folle des muscles de Conan, elle est sous le charme des muscles de Conan, donc bon, c'est pas non plus... Valeria, vous voyez, dans le premier film, c'était un personnage qui tombait amoureuse de Conan, mais c'était un personnage fort, intelligente et indépendante, qui arrivait à s'en sortir toute seule. Ici, on a la jeune fille en détresse, qui est débile, qui pousse des cris sans arrêt. Ah, ça c'est insupportable. Je vous promets qu'à un moment donné, il y a quelques passages, j'ai failli les mettre en accéléré. En tout cas, j'ai baissé le son. Elle poussait des cris, c'était insupportable. Alors là, mais en plus, je me demande si c'était pas de la post-production. Parce que pour pousser autant de cris à ce niveau-là, alors qu'il n'y avait pas de danger, c'est assez pathétique. Donc, à chaque fois qu'on la voit, en fait, les passages sont ridicules. Elle détruit le scénar à chaque fois qu'on la voit et elle détruit la crédibilité de l'aventure. Heureusement, on la voit pas tout le temps non plus. Mais elle a des dialogues quand elle demande à Zula, donc à Grace Jones, comment faire pour attirer un homme, que Zula elle dit tu vas vers un homme, tu le prends. Elle dit oui mais elle comprend rien. On dirait en fait qu'elle est tellement naïve qu'à ce niveau-là, c'est même plus de la naïveté, c'est tout simplement un manque d'intelligence. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une starlette de télé-réalité, mais encore, je vais rester poli. On dirait qu'elle est en déficience mentale d'intelligence. C'est assez hallucinant, le perso est d'un ridicule absolu. Alors, je veux pas croire que l'actrice est comme ça dans la vie, je pense qu'elle joue, en plus elle était assez inexpérimentée. Heureusement par la suite, Olivia Dabo, ça va pas plomber totalement sa carrière, mais c'est vrai qu'elle va continuer sa carrière, notamment au niveau vocal, où elle va faire du doublage à la fois pour des films, mais aussi pour des jeux vidéo, il me semble, ou en tout cas pour de l'animation, je crois pour du Marvel, et
pour d'autres, mais en gros, elle a fait pas mal de doublages, mais pour des œuvres connues, pour des œuvres d'animation et des films connus. Mais, alors elle est encore jeune, elle a la cinquantaine, ce qui n'est pas vieux, mais c'est vrai que là, au niveau de ce film-là, je peux comprendre totalement la nomination aux Razzie Awards. J'ai rarement vu une performance comme ça. C'est là, la performance, c'est on est même pas dans du positif, on est dans du moins quelque chose là. On est dans du négatif. À un moment donné, il y a un dialogue avec Malak. Elle dit oui, mais comment, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est amoureuse d'un homme et une fois qu'un homme nous appartient, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour connaître un homme? Et il y a un dialogue, mais qui est d'une gêne, On sent que il a envie de lui expliquer comment un homme et une femme font l'amour, mais quelque part, elle a 16 ans, donc elle a 15-16 ans, elle devrait quand même le savoir. Je me demande si elle a même pas 18 ans dans le scénario. Bon, donc elle devrait techniquement le savoir. Euh, c'est très très gênant parce que il essaye de lui expliquer un petit peu comment papa et maman ils font des enfants. Et elle comprend rien du tout. Et il explique que ça doit durer bien bon 3 minutes le dialogue. C'est assez hallucinant quoi, que le perso ait été écrit d'une manière... là, c'est la profondeur abyssale, quoi. C'est le néant de l'intelligence. Bref, je vais pas m'attarder non plus, parce que c'est pas tout le film. C'est, pour moi, le plus gros point négatif du film. C'est ce personnage, il est beaucoup trop mal écrit. Ça plombe une partie du film. Après, à côté de ça, on a un peu plus d'humour que dans le premier Conan, même si dans le premier Conan, de temps à autre, on peut avoir une petite pointe d'humour, comme quand il frappait le chameau, là il va refaire la même chose, il va frapper un chameau qui va lui cracher dessus, ou un dromadaire, je sais plus. Je sais plus si c'est un chameau ou un dromadaire, peu importe. Mais voilà, on va avoir aussi des petites pointes d'humour, ça reste franchement pas gênant. Et par contre, c'est blindé d'action, au moins autant que dans le premier film, voire peut-être plus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats. Des combats en 1 contre 1, des combats à 1 contre plusieurs. Ça, c'est une très bonne chose. Beaucoup de séquences à cheval, des courses-poursuites. C'est vraiment un très gros point positif. Les combats sont omniprésents dans le film. Il y a encore un peu de violence. On a parfois du sang. Notamment au début du film où il essaye de se faire, donc les gardes de la reine Taramis essayent de le capturer. Un peu violent les combats, mais ça reste quand même plus soft que dans le premier Conan le Barbare. Et puis après, comme je vous disais, les paysages sont très bons, que ce soit les paysages extérieurs en décor naturel, que ce soit intérieur, ça a été filmé au Mexique. Les maquettes, alors encore une fois, on est en 84. On est en 84, il ne faut pas tenir rigueur, ne vous attendez pas à voir les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. Mais la maquette, notamment de la forteresse de Tot Amon, est plutôt bien faite, je trouve. Ça ressemble un petit peu à de l'animation qu'on peut avoir sur Dark Crystal façon Jim Henson, même si c'est pas Jim Henson ici dans le film. Donc j'ai trouvé ça, il y a un petit côté un peu kitsch aujourd'hui qui à l'époque n'était pas kitsch parce que c'est ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque, qui je trouve donne un cachet d'authenticité au film et ça donne un petit plus au film qui fait que le film est indémodable. Personnellement, je trouve que le film est indémodable. Certains diront le film a mal vieilli, pas pour moi. Pour moi, le film n'a pas mal vieilli. À une ère, l'ère des films de super-héros un peu aseptisés visuellement, où on sent que tout est fait sur fond vert, ben là, on sent qu'il y a de la maquette. Il y a de l'animatronique pour Dagot. Là aussi, c'est très bien fait. Les décors, les armes, les costumes. Il y a une très bonne dynamique de groupe. Les personnages entre eux s'entendent très bien, que ce soit le magicien, l'Amazone et le voleur avec Conan. Il y a une très bonne complicité entre les personnages. Sarah Douglas, qui fait la reine Taramis, a une présence, elle a du charisme, vraiment. Elle n'a rien à envier à la reine Gudrun que l'on retrouvera dans le film suivant, Kalidor, joué par Sandal Bergman. Donc vraiment, on a des femmes fortes, on a des femmes ridicules, comme la princesse Jenna, jouée par Olivia Dabo, mais on a quand même plus de femmes fortes, que ce soit Grace Jones qui joue Zula ou... Sarah Douglas qui joue Taramis, on a plus de femmes qui sont fortes et charismatiques que de persos qui sont en carence d'intelligence. Donc à ce niveau-là, rien à redire.
Il y a moins de profondeur que dans le premier film, parce que le premier film était une réflexion sur la vengeance, sur l'aveuglement fanatique religieux, même si là aussi, hein, bien évidemment, la reine Taramis, elle est aveuglée par sa soif de pouvoir et elle pense que le dieu Dagoth va partager ce pouvoir, alors que pas du tout. La première chose qu'il pense à faire, c'est à l'empaler, donc à la transpercer. Donc on a un scénario qui est quand même plutôt bien écrit, on va dire, dans la structure du récit. Il y a assez de rebondissements pour relancer l'intérêt. Moi, je dirais qu'il y a deux films. La première partie, tout le périple jusqu'à la forteresse de Tot Amon et où ils arrivent à vaincre Tot Amon avec un combat que j'ai beaucoup apprécié, ce combat dans la salle des miroirs, qui est plutôt intelligent, où à chaque fois en brisant un miroir, ça fait une entaille dans le corps du méchant, parce que sinon le méchant est invincible, les épées lui passent à travers. Donc il faut utiliser le décor avec intelligence. C'est là où je vous dis qu'on est dans un jeu vidéo de rôle. C'est la même chose dans les jeux vidéo. Parfois il faut utiliser le décor pour vaincre un ennemi. Donc il y a de la stratégie. J'ai trouvé en plus le décor est visuellement très bon. Il y a deux films. Donc ce film-là, et ensuite le film où ils sortent de la forteresse et où ils essayent d'aller où ils vont dans l'autre temple pour récupérer la corne, et où ils reviennent à la ville et à la cour de la reine. Donc il y a deux parties bien distinctes, ce qui fait que vous pouvez le voir en deux morceaux. Si vous n'avez pas envie de vous regarder le film en entier, vous regardez les 3 premiers quarts d'heure et vous regardez l'heure suivante. Le film fait 1h40 à peu près. C'est très bien. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de longueur. C'est vrai que si le film avait duré 20 minutes de plus, ça aurait été trop. Mais là, c'est impeccable. Pour moi, c'est bien géré. Et puis, c'est un film où il se dégage quand même quelque part une bonne humeur générale. C'est un film qui se prend pas la tête, à prendre au premier degré, sans trop réfléchir. Un bon petit film d'aventure familiale. Il n'y a pas d'érotisme, contrairement au premier film, donc ça peut être vu même par les enfants, même s'il y a quand même 2-3 scènes un peu sanglantes, notamment le combat avec Dagoth à la fin qui peut effrayer les plus petits, vraiment les plus petits. Mais encore une fois, c'est un film où il y a du soin qui est apporté, au niveau de la réalisation, au niveau des décors. La musique de Basile Polidouri, c'est toujours aussi épique. Vraiment, le seul point noir, c'est le personnage de la princesse Jenna qui fait tâche au milieu du film. Mais bon, heureusement, on la retrouvera pas par la suite dans les autres aventures de Conan. Aventure non officielle, puisque comme ce film a été en demi-teinte, il devait y avoir un 3e film Conan. Du coup, le 3e film Conan ne porte pas le nom de Conan, mais Kalidor, et il est centré sur Sonia la Rousse, autre personnage créé par Robert Howard. Red Sonja sera le film suivant, toujours réalisé par Richard Fleischer, avec Conan, avec Arnold Schwarzenegger qui jouera donc Kalidor qui est en réalité Conan, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas les droits pour utiliser le nom Conan, donc ils l'ont renommé Kalidor. Mais en gros, c'est le spin-off de Conan avec Conan qui porte pas le nom de Conan, et ça s'appelle Kalidor, la légende du talisman. Red Sonja dans son titre original, et je vous en parle demain. À demain donc pour Kalidor. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film. C'est pas un chef-d'œuvre, loin de là. C'est pas le pire film qui soit. Ça peut faire penser à du nanar, mais il y a assez de qualité pour le regarder et être diverti. En tout cas, je trouve que ce film n'est pas non plus une catastrophe absolue. Il s'en sort plutôt bien. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. À très vite, donc à demain. Likez, abonnez-vous, partagez et ciao tout le monde.